Bonjour Malek, Bonjour Amine, comment tu vas? très bien, et toi? Ça va, merci. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Tu sais que j'apprécie énormément ta personne et ton parcours. J'ai croisé beaucoup de personnes de mon entourage. Il y a au moins 10 personnes qui m'ont parlé de toi et m'ont suggéré de Merci. t'inviter. Ils m'ont dit, il faut que tu invites Malek, c'est une personne inspirante. Et moi, j'avais la chance aussi d'assister à tes interventions 3 fois et on s'est croisés dans pas mal Tout à fait. d'événements. Et je suis vraiment impressionné par ton parcours et surtout la façon dont tu traites la thématique de l'eau. Moi, personnellement, je suis un peu sensible à cette thématique parce que mon père, paix à son âme, il était un ingénieur en hydraulique et en assainissement. Il était au cadre au ministère des ressources en eau. Donc, je suis un peu sensible à cette thématique. Donc, j'ai vécu un petit peu une partie de mon enfance avec tous les sujets qui concernent l'eau en Algérie. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que tu es une personne très, très optimiste. Et deuxièmement, j'aime bien, c'est-à-dire je porte une admiration aux personnes qui ont cette approche, on va dire, originale à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire dans tes projets, tu as toujours porté cette voie où tu mets du sens, c'est-à-dire tes boîtes où elles ont toujours un impact sur la société. Et dernièrement aussi, je porte une admiration aux personnes qui veulent changer le monde. C'est-à-dire ils ont une vision plutôt positive et qui essayent un peu de changer les choses dans ce monde, dans notre monde. Pour une première question, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit récit pour les personnes qui connaissent pas Malek. Alors, avant de me présenter, je vais juste rebondir sur le changer le monde, si tu veux bien, parce que j'ai pas du tout cette ambition. J'essaie de construire un nouveau monde. C'est un peu différent parce que le monde est trop abîmé, donc le changer reviendrait à améliorer un monde abîmé. Orson Welles a dit que l'hypocrisie consistait à regarder le monde tel qu'il était plutôt que tel qu'il devrait être. Donc dans mes actions, j'essaie plutôt de construire un monde tel qu'il devrait être et donc de mettre en place des solutions vers ce monde tel qu'il devrait être. On parle plutôt d'un nouveau monde parce que l'ancien est fatigué, on va dire ça comme ça. Alors à titre personnel, je vais commencer par la fin. Aujourd'hui, j'ai 3 casquettes dans l'eau. Donc conférencier sur les enjeux climatiques et de manière spécifique l'eau. Donc avec toutes les problématiques ou la situation ou la relation entre l'être humain et l'eau. Donc je suis intervenu sur des événements comme le G20 des entrepreneurs, les Nations Unies, Méditerranée du futur. Renaud Muselier m'avait invité. Cette année, j'étais le grand témoin de l'eau au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, donc à la place d'Éric Orsena. Une deuxième casquette d'entrepreneur, parce que parler, c'est une chose, mais j'avais cette envie, en tout cas, de laisser une trace et d'agir sur le terrain. Donc, avec une société qui s'appelle FIA, où on fait du traitement d'eau usée de manière spécifique, mais globalement, on apporte des solutions plutôt innovantes, le moins cher possible aux problématiques liées à l'eau. Et la dernière casquette est celle de fondateur et président d'une ONG, donc, qui s'appelle No Water No Us, qu'on voit là, parce que c'est sur celle-là qu'on communique le plus, où l'idée, c'était vraiment de dire sensibiliser, agir à l'eau. C'est les 2 verbes qui nous portent dans l'association. D'accord. Et à ma connaissance, tu es né en Algérie, en Kabylie? Tout à fait, dans un petit village qui s'appelle Fetala. D'ailleurs, Tela, ça veut dire source en kabyle. Donc, pas d'électricité, pas d'eau. Et je suis arrivé en France un petit peu avant 9 ans. J'avais en août 82, pour être précis. Je suis né en octobre. D'accord. Et justement, si on revient en arrière, on parle un peu de ton enfance, parce que j'aimerais bien comprendre un peu l'environnement où mes invités ont grandi, parce que je pense qu'il y a un impact aussi sur la suite de leur parcours, même si de leur carrière. J'aimerais bien que tu nous partages 3 anecdotes Bien sûr. Qui a marqué vraiment ton enfance et qui ont eu un impact aussi par la suite. D'accord. Alors, j'en ai beaucoup, parce que quand tu vis et que tu grandis dans un village sans eau, sans électricité, c'est pas les anecdotes qui manquent forcément. C'est dans l'obscurité que tu comprends la valeur de la lumière, et c'est quand t'as pas d'eau que tu comprends la valeur de l'eau. Je suis tombé une fois sur cette phrase qui dit « Quand tu as apporté ta propre eau, tu connais la valeur de chaque goutte ». C'est exactement ça.
Finalement, à partir de l'âge de 4-5 ans, entre cousins, on faisait nos 2-3 km aller, 2-3 km retour pour aller chercher de l'eau avec ces fameux bidons jaunes de 5 litres. Donc ça, c'est du vécu. Alors, 3 anecdotes. Une de manière un peu nature, en lien avec la nature. Je vais faire ça. Une en lien avec la nature, une en lien avec l'être humain et une en lien avec les animaux. Tiens, on va faire ça comme ça. Donc, avec la nature, c'était tous ces moments de bonheur à aller chercher de l'eau. Alors, peut-être que c'était l'époque qui voulait ça, mais moi, je ne l'ai pas vécu comme une prison, mais au contraire, c'était un moment de liberté. On pouvait faire nos bêtises entre enfants. On était libre pendant 2 heures le temps d'aller chercher l'eau. Donc, finalement, c'était un bonheur immense. Mais ce que j'ai appris, c'était la valeur de la rareté. Ça veut dire que quand tu rentrais avec l'eau, et puis des fois, je prenais le bidon pour boire, mon grand-père, derrière, je me prenais une raclée. Parce qu'il disait, mais si tu bois directement dans le bidon, c'est tout le bidon qui est mort dans 2 jours plutôt que de le garder 10. Donc finalement, tu apprends quand même ce que c'est que la rareté et l'effort pour obtenir quelque chose. En lien avec les animaux, parce que tu m'avais demandé d'être assez personnel dans cette interview, donc écoute, je vais l'être avec toi parce que je ne l'ai jamais été avant. Je me rappelle, j'avais 6 ans, écoute, j'ai pleuré pendant des heures avec un âne, tout simplement, parce que mon grand-père devait s'en séparer. Et j'ai passé 6 heures comme ça en pleurant et j'avais le sentiment que lui aussi pleurait. Donc écoute, voilà, c'est une anecdote comme une autre, mais j'aime aussi ce monde animal. Et puis savoir que quand tu n'as pas d'électricité, tu dors avec les animaux. Donc c'est-à-dire que dans la maison, dans le salon, les animaux dormaient là, avec des fenêtres, ce qui permettait de chauffer la maison, en fait, indirectement. Oui. Et une en lien avec l'être humain, je vais te raconter une anecdote, et puis surtout la leçon tirée de ça. Quand tu vis dans un village sans eau, sans électricité, finalement, j'avais 50 pères, 50 mères, et dès qu'un enfant faisait une bêtise, le premier adulte qui le voyait le traitait comme son fils, avec les coups qui allaient avec. Oui. Mais finalement, et quand je suis arrivé en France en 82, pour revenir dessus, je suis arrivé au Toulouse, une cité, un quartier dans le Val d'Oise. Je connaissais tout le monde aussi. C'est-à-dire que je rentrais de l'école, je pouvais aller chez les gens, manger chez eux, ressortir, etc. Et en revenant des Antilles, j'ai passé 6 ans place des Ternes, dans un immeuble, en plein milieu de Paris. Au bout de 6 ans, je connaissais personne. Donc finalement, j'ai aussi appris que ce que c'est que le partage. Et ça veut dire que c'est dans les moments, c'est pas forcément ceux qui ont le plus qui donnent le plus. De cette idée justement de dire l'ONG doit partir tôt et ne pas attendre d'avoir réussi pour pouvoir aider. L'anecdote qui va avec ça, c'est que ma mère avait fait des œufs. J'avais 3 ans. Et écoute, je ne sais pas pourquoi j'ai ce souvenir qui est resté, mais elle avait fait des œufs. Il y avait des ouvriers qui étaient à la maison. Et je me suis caché à l'endroit où on stocke les farines, la nourriture, etc. J'ai tout mangé. J'avais 3 ans, je mangeais. Et là, je me rappellerai toujours de la raclée prise par mon grand-père. C'est les conneries qu'on a tous fait. Hein. Exactement. Ouais. C'est des bêtises d'enfants. Mais finalement, tout ça a participé à cette construction de dire, et le partage, il est où dans tout ça? Les gens sont venus, ils ont travaillé. Donc, c'était un peu leur récompense d'avoir travaillé. Et puis, surtout, c'est des échanges de procédés. Tu ne payes pas forcément les ouvriers à cette époque-là. Et puis, dans un village, ça marche aussi comme ça. Et moi, petit, 3 ans, j'avais saccagé ce moment de plaisir. Oui, d'accord. Voilà, en tout cas, 3 anecdotes. Mais après, effectivement, j'en ai énormément. Il y en a plein, oui. Exactement. Mon premier métier, c'était berger, puisque je gardais les animaux, je sortais les animaux à 4-5 ans déjà. Impressionnant. Voilà. Et moi, j'aimerais bien savoir quel est le point qui a vraiment déclenché ta sensibilité vis-à-vis à la thématique de l'eau. Oui. Si je voulais faire du storytelling ou rendre le sujet très beau, je pourrais dire que je suis né dans un village sans eau, sans électricité. Je ne pense pas que ce soit ça qui m'a amené à l'eau. Ce qui est plutôt logique aussi. Hein. Ce qui est logique, mais pour être totalement honnête, je ne pense pas que ce soit ça qui m'ait amené à l'eau. Je me suis toujours intéressé à l'eau, j'ai toujours lu sur l'eau, mais le déclencheur, il y en a eu 2. Le premier, c'est une rencontre avec mon associé dans la société, Jacques Maumeux, qui est le fondateur de FIA. Que j'ai rencontré et je suis tombé, entre guillemets, amoureux de son expertise. Voilà. Et je me suis dit, mais tiens, moi je suis je suis plutôt ingénieur télécom de formation, j'ai travaillé que dans les télécoms toute ma vie, et finalement, je me suis retrouvé face à un projet entrepreneurial, mais qui allie en fait ce côté impact, etc. Donc ça a été sa rencontre, où là, on bosse dans FIA, on est associé dans FIA maintenant. Il y a eu un deuxième déclencheur, mais quelques semaines après, parce que finalement, une fois que j'ai vu ça, l'eau, ça a été. Puis je me dis, tiens, je vais aller me former. Donc, j'ai passé un diplôme à l'Université de Genève sur l'eau. Et là, j'ai découvert ce fameux chiffre qui est 80% des eaux usées rejetées dans la nature sans aucun traitement. Donc, ces 2 événements, l'un après l'autre, ça a été un peu une prise de conscience, mais très brutale. Et dans la seconde qui a suivi,
l'eau est devenue ma raison d'être. Vraiment ma raison d'être, ma mission de vie. Et j'ai été à fond là-dessus. Je savais qu'un jour ou l'autre, je ferais un projet à impact. Moi, j'ai eu des soucis médicaux très compliqués. Pendant quasiment 1 an, j'ai dormi en étant convaincu que le lendemain, je serais mort, pour faire simple. Et donc, je l'ai vécu un peu comme une négociation en disant, moi, je veux rester là-haut. Et puis, on me disait, non, tu redescends. Donc, ça a duré longtemps. Et je savais qu'à un moment donné, il devait y avoir aussi ce basculement. Et ces 2 anecdotes ont précipité, en fait, se dire, OK, bah, ça va être ça. D'accord. Pourtant, tu as passé à peu près 20 ans dans le secteur du digital. Tout à fait. Et à l'explosion de l'Internet. Tout à fait. Et moi, ce qui est intéressant pour moi, comment tu as fait pour sortir de ta zone de confort? Parce que tu étais bien dans le digital. Ouais, l'école de la vie. Voilà. Et après, tu as pris tout un autre chemin. Et on sait, hein, le framework classique, c'est-à-dire on tombe amoureux d'une idée. Après, il y a cette forme d'excitation. Et après, on commence à avoir cette montée d'adrénaline. Après, on se stresse Tout à fait. parce que ça nous fait peur. Et après, on plonge directement dans l'aventure. Mais j'aimerais bien comprendre ce process-là, le basculement. Ouais. Alors, c'est ce que je t'ai expliqué. Imagine, tu rentres chez toi, tu éteins la lumière et pendant 6 ans, il ne se passe rien. Problèmes médicaux, enfin, c'était compliqué. Ce que j'appelle moi l'école de la vie. J'ai mes diplômes, ouais. Etc. Et en fait, sorti de là, j'avais finalement une énergie folle. Il va falloir maintenant faire quelque chose de très, très grand. Parce que je suis un peu fatigué que depuis 6 ans, j'ai que des malheurs. Avec une proximité avec la mort. Enfin, donc ça a été quand même très loin. Et donc une ça, rage aussi. C'était le point de basculement. Ouais. Et une rage aussi de prendre ta revanche. Au début, c'était de la revanche. Ouais. Et ça m'a coûté ma première boîte que j'ai créée en sortant de là, justement. Parce que je voulais aller trop vite. Un peu comme Icare, je me suis brûlé les ailes. On avait monté une application. On voulait, puisqu'on était 2 associés, concurrencer Google. Donc, on est parti sur un truc géant, mais on est monté à 4 millions d'utilisateurs, 140 pays couverts, 12 langues. On travaillait avec les plus grandes marques. On avait signé une LOI sur 15 millions d'euros. Mais sauf que j'avais tellement cette rage de me venger, je pense, que je suis parti vite et que j'ai pas regardé ce qui se passait à côté de moi. Mon associé qui était très technique, on avait une équipe technique. Et en fait, je pense honnêtement, ma responsabilité, c'est d'avoir explosé ce projet en vol. J'ai voulu aller trop vite par envie d'eux, ou par revanche, comme tu dis, j'en sais rien. Et c'est pour ça que depuis, donc ça c'était de 2016 jusqu'à début 2018. Et finalement, maintenant, je prends les projets un peu différemment parce que j'ai compris que les bonnes actions prenaient du temps. D'abord, l'action doit être bonne et après, tu colles un modèle économique dessus. D'accord. Et après, ensuite, tu as continué aussi dans ta conquête de créer plein de boîtes. On cite No Water, No Us. Et après, tu as participé aussi au développement d'une station révolutionnaire aussi. Tout à fait. Et j'imagine qu'il y avait aussi d'autres obstacles que tu as surmontés. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment tu as surmonté ces défis et ces obstacles. Effectivement, entre 2016 et 2018-19, j'ai cofondé plusieurs sociétés. Une pour produire des artistes et des spectacles. Je savais que pour sensibiliser à l'eau, j'avais besoin de l'art et du sport. Et que c'était nos seuls bagages si on voulait vraiment construire un monde meilleur. Donc, créer une boîte dans le sport, une dans l'art. Je ne sais ni danser ni chanter. Mais pour pouvoir utiliser l'art pour sensibiliser, je dis, écoute, moi je suis entrepreneur, je vais créer une société qui produit des artistes et des spectacles. Comme ça, je comprendrai comment ça peut m'aider à sensibiliser. J'ai créé une société dans le sommeil qui s'appelle Sales Flash, qui fonctionne encore aujourd'hui. On accompagne les entreprises dans les techniques de micro-sieste pour avoir plus d'énergie. Pourquoi ? Parce que pendant mon école de la vie, le sommeil m'a aidé. Je me dis, tiens, le sommeil, on parle d'électricité, mais en tant qu'être humain, notre carburant, c'est le sommeil. Donc finalement, il y a eu cette société dans le sommeil. Enfin, j'ai cofondé comme ça plusieurs projets. Mais à partir du moment où j'ai plongé dans l'eau, effectivement, c'est devenu que l'eau. Donc FIA, avec cette station révolutionnaire, l'idée, c'était de dire comment, si on doit régler ce problème-là, comment on fait quelque chose de pas cher, de mobile, de compact. Il y a plus de 250 pays. Il y a un seul langage, c'est celui du container, 20 pieds, 40 pieds. Donc finalement, avec Jacques, qui est le fondateur de FIA, cette idée de station d'épuration intégrée dans un container. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je pense qu'on a la plus grande capacité de traitement à l'intérieur d'un container. Dans un espace réduit, on arrive à traiter beaucoup de gens. Donc on fait des stations pour 1500 à 2000 habitants dans un 40 pieds, avec un prix très très bas, puisque on arrive à être aux alentours de 100 €
par habitant, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et aussi, tu as continué dans cette conquête de faire croître la boîte. Tout à fait, tout à fait. Non, Ouais. non, le FIA est une société, donc Novateur est une ONG, donc c'est un autre engagement. Tu ne gagnes pas d'argent. Au contraire, j'en donne tous les mois pour que l'ONG puisse tourner, mais FIA est une société. Donc aujourd'hui, on est passé d'une petite start-up, aujourd'hui elle fait quelques millions déjà, et on a de très très grandes ambitions parce qu'on s'attaque au marché du traitement d'eau usée. Le marché de l'eau pèse 600 milliards, on traite 20%. Donc si tu pars du principe qu'il y a 80% non traités, c'est un marché vierge de 2400 milliards. Voilà. Et aujourd'hui, enfin, il y a des choses qui sont très factuelles vis-à-vis de l'eau. Les pays développés sont développés parce qu'ils gèrent leur eau. Les pays en voie de développement restent en voie de développement parce qu'ils ne gèrent pas leur eau. Donc il y a un vrai sujet de dire où est-ce que tu mets le focus. Si tu gères ton eau, il y a un adage depuis l'Antiquité, c'est le même, celui qui maîtrise l'eau a le pouvoir. D'accord. Et sans faire la comparaison entre les deux mondes, le monde occidental et d'autres sociétés, par exemple, ou d'autres populations, au fil de tes rencontres, j'imagine que tu as rencontré plein de personnalités influentes, des politiques, des décideurs, des industriels, des influenceurs, des personnes qui ont ce pouvoir de changer les choses dans ce monde-là. Quelle est leur perception de cette thématique de l'eau? Alors, je reviens sur le mot comparaison, parce qu'il n'y a pas de comparaison à avoir. Toutes les civilisations sont nées autour d'une source d'eau et elles ont disparu quand cette source s'est tarie. Donc l'eau a toujours été l'élément principal. Toutes nos voies de développement dépendent de l'eau. La seule petite différence, c'est que les pays en voie de développement ont des urgences à gérer vis-à-vis justement d'une source aussi principale que l'eau. Alors que les pays développés, ils l'ont déjà géré. Donc effectivement, ils vivent moins dans l'urgence et ça leur permet de se projeter beaucoup plus loin. Pourquoi les pays occidentaux développés réfléchissent à 50, 100 ans? Parce qu'ils savent que le quotidien est géré. Les pays en voie de développement, ils ont encore ça à gérer. Mais l'eau, le rapport Glass de Nations Unies date de 2015, explique bien qu'un euro investi dans l'eau, c'est 4 à 7 générés dans l'économie. Tu ne peux pas faire une chaussure qui dure si l'eau que tu utilises n'est pas bonne. Pareil pour les voitures, l'industrie, les loisirs, la santé. Voilà. Ensuite, pour revenir aux personnes que je rencontre, mon associé Blaise Matuidi m'a dit un jour, mais Malek, en fait, quand je t'écoute, tout le monde devrait s'engager pour l'eau. Amine, on est fait d'eau. Tu es fait à 70% d'eau et ton cerveau à 80%. Exactement. Donc à partir de là, c'est facile de faire prendre conscience aux gens de l'importance de l'eau. Dire que si l'eau que tu consommes est bonne, tu dis j'ai 70% de chance d'être en bonne santé, puisque finalement 70% de mon corps est sain. Donc la prise de conscience vis-à-vis des gens est facile. Après, tu as quelques petites phrases qui permettent aussi de tout de suite éveiller et réveiller. C'est de dire non, on n'a pas moins d'eau. La quantité d'eau sur la planète, c'est la même depuis 4,5 milliards d'années, à la goutte près. C'est la même goutte, il n'y a qu'une seule eau. Comme on dit, tu vas pisser aux toilettes, ensuite c'est reversé dans la nature, ça traverse le cycle de l'eau, tu la rebois, ainsi de suite, il n'y a qu'une seule eau. Donc, c'est des petites phrases évidences qui permettent tout de suite d'éveiller la conscience. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré personne qui m'a dit « Non, Malek, l'eau, je m'en fous ». Alors, ça peut paraître confortable et positif. Et en fait, non, c'est pire. J'aurais aimé que les gens, justement, me disent « Non, je m'en fous ». Ce qui permet de mettre un échange en place. Ce qui est pire, c'est que les gens se sentent concernés, mais ils font rien. Donc, ça veut dire qu'en connaissance de cause, je ne fais rien. Et pire, parfois, on fait même l'opposé de ce qu'il faudrait faire, alors que tout le monde comprend l'importance de l'eau. Donc finalement, pour répondre à ta question, oui, tout le monde est concerné, tout le monde se sent concerné. On a réussi à trouver les mots. Tu as dit tout à l'heure que j'étais quelqu'un de positif. Effectivement, ça aide. Si tu as des amis qui fument autour de toi, c'est un exemple que je donne parfois aux gens, demande-leur quelle est l'image sur le paquet de cigarettes. 99% vont dire « j'en sais rien ». Non, personne ne veut voir la mort, personne ne veut voir des gens malades, personne ne veut voir des cancers sur un paquet de cigarettes. Donc finalement, ils cachent le paquet. Et ils fument quand même. Si tu mettais un homme musclé, mannequin, une femme, pareil, mannequin, très beau, qui sont sportifs, des athlètes, et que tu dis, eux ne fument pas. Finalement, tu passes le message. Pourquoi? Parce que tu as envie de regarder ce paquet. Parce que tu vois une image positive. Donc finalement, c'est pour ça qu'aussi on utilise beaucoup d'images positives, de mots positifs pour communiquer. Parce que tu interpelles un peu mieux les gens. C'est ce qui nous permet, je pense aujourd'hui, cette petite différence nous permet de bien fédérer beaucoup de gens
que ce soit des politiques, comme tu as dit, des entrepreneurs. On a rencontré des ministres. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on a une 60aine d'ambassadeurs avec des athlètes de haut niveau, des politiques en Afrique. Donc, on a plutôt pas mal de monde qui fédère autour de ce projet positif, en fait. Et puis, finalement, tu te dis, mais c'est positif. Si on règle le problème de l'eau, tu sauves l'humanité. Le lien, il est direct. Et ils sont sensibles à cette thématique, c'est-à-dire au-delà de leur fonction et leur engagement, par exemple, ils travaillent dans des ministères ou des institutions. C'est-à-dire, personnellement, tu sens qu'il y a une sensibilité Oui. à cette thématique? Oui, mais c'est ce que je te disais, malheureusement, dans les mots. C'est-à-dire Dans que les mots, d'accord. dans les mots, tout le monde est écolo, tout le monde est engagé. Personne va te dire, moi, l'eau, je veux pas. Mais dans les chiffres, c'est de pire en pire chaque année qui passe, on le voit au niveau mondial. Oui. Donc, il y a un truc qui va pas. Et c'est pour ça qu'on a justement ces deux verbes dans No Water, No Us, c'est sensibiliser et agir. Quand tu agis, tu peux peut-être régler ou sauver 1000, 10 000, 100 000, 20 000, 1 million, j'en sais rien, de personnes. Mais quand tu parles, tu peux toucher des milliards. Donc, c'est aussi l'avantage. Ça veut dire que l'objectif n'est pas que moi, je fasse beaucoup. L'objectif, c'est que j'arrive à convaincre les gens de faire. Et justement, est-ce que tu ne penses pas que, par exemple, notre perception un peu décalée de cette thématique de l'eau, parce que on est moins sensible, parce que derrière, si on veut un peu comparer dans la vie quotidienne, peut-être parce que l'eau est pas chère en France, parce que voilà, on paye même pas de charge. Quelqu'un qui paye 20 € par mois une facture d'eau sur 2 mois, est-ce que c'est compliqué aussi de le convaincre de la sensibilité de cette thématique? Oui. Alors, j'essaie toujours d'avoir une vision systémique de tout ce que je fais. On est 80 millions en France. Nous sommes en France. Ça serait regarder le monde avec des œillères que de dire, en gros, on va regarder ce qui se passe en France et on va le transposer ailleurs. Nous sommes 1% de la population. Il y a 8 milliards de personnes. Donc, l'idée, c'est quand même de regarder ce qui se passe de manière globale vis-à-vis de l'eau. Est-ce que celui qui n'a pas d'eau respecte plus l'eau que celui qui en a? Mais personne ne connaît l'eau. En fait, personne ne connaît l'eau. Finalement, on se rend compte que personne ne connaît l'eau. Oui. Je vais te raconter une anecdote que je n'ai pas vécue, qu'on m'a racontée et qui m'a tellement frappé que j'ai eu le sentiment de l'avoir vécue. Quelqu'un a installé un puits en Afrique dans un village parce que les femmes faisaient 1h30 aller, 1h30 retour, avec tout ce qui va avec, les agressions, les viols, etc., des femmes en Afrique à cause du fait d'aller chercher l'eau, parce que c'est les filles et les femmes généralement qui vont chercher l'eau. Enfin, les femmes et les enfants, on va plutôt dire ça comme ça. 1 mois, 2 mois, elles ont cassé le puits. On dit, mais on vous amène l'eau au milieu du village, c'est quand même beaucoup plus simple, on vous évite 3 heures et tous les problèmes qui vont avec. Pourquoi vous le cassez? On répare et recasse. Et puis, à un moment donné, il a fallu s'asseoir avec elle en vase clos et dire, mais expliquez-nous, parce que pour nous, il paraît que la plus belle aumône qu'on peut faire, c'est l'eau. Donc, nous, on est plutôt contents. Elles disent, mais en fait, ça va au-delà de tout ça, parce que, OK, vous nous avez ramené l'eau. Mais nous, on avait une demi-journée de liberté. 1h30 pour aller là-bas, on était entre copines, on n'avait pas ni nos maris, ni les obligations de la maison. 1 heure là-bas sur place où on peut rigoler, etc. Et 1h30 pour revenir. Donc, vous nous coupez une demi-journée de plaisir toutes les semaines où on est entre nous, etc. Donc finalement, l'eau, c'est plus que ça. C'est ce qui permet de vivre. Et donc là, il a fallu compenser en créant peut-être une coopérative locale, qu'elle puisse continuer à travailler entre elles. Donc c'est pas parce que tu amènes l'eau à quelqu'un que tu as réglé tous ses problèmes. Tu lui permets de vivre, ou plutôt de survivre, parce que tu survis. Mais donc finalement, on se rend compte qu'on ne connaît pas l'eau. Et donc c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'art pour sensibiliser, c'est que tu dois tenir compte des facteurs socioculturels de chaque village, de chaque communauté, de chaque religion, abrahamique ou pas d'ailleurs, mais tu dois tenir compte de tous les facteurs socioculturels. Et il est impossible de trouver une solution uniquement technique à la gestion de l'eau. Et la culture sera, à mon sens, le lien entre l'homme et l'eau et la partie technique. Et j'ai remarqué aussi que tu insistes beaucoup sur cette question de culture. Moi, si je peux te raconter pas 3 anecdotes, mais plutôt des situations où je les ai vécues aussi. Ouais. Par exemple, en Algérie, on a les gens du Nord et du Sud. Les gens du Nord, ils ont des soucis, par exemple, à l'accès à l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le Nord, dans les grandes villes comme Oran, Alger. J'ai l'impression qu'ils sont moins sensibles à cette question. C'est-à-dire, malgré qu'il y a cette rareté d'eau, les gens continuent toujours à laver leur voiture, à un peu gaspiller de l'eau. Et dans une autre situation, où dernièrement j'étais dans le sud d'Algérie, ils n'ont pas de problème d'eau. Il y a de l'eau partout, dans les puits, ce qu'on appelle les fougaras et tout. Tout à fait. Mais ils sont beaucoup plus sensibles à cette question. C'est-à-dire,
ils portent attention, ils font très attention à la consommation d'eau. Pourtant, ils n'ont pas d'assainissement, ils n'ont pas une installation toute faite et tout. Mais malgré ça, ils font très attention à cela. Il y a une troisième situation où je l'ai vécu. Je suis parti en voyage aux États-Unis, en Californie. Et l'eau là-bas est beaucoup plus chère que des boissons gazeuses. Tout à fait. À San Francisco, à Los Angeles. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire l'eau, elle est beaucoup plus chère qu'une Coca-Cola ou une Pepsi. Donc, tout dépend en fait. Comme tu dis, c'est une question de culture. Chaque endroit, que ce soit une grande ville, des villages ou en campagne, on ne sait pas la culture. Et toi aussi, tu as fait le tour de l'Afrique aussi. Tu as réussi un petit peu à observer le comportement des sociétés, des populations en Afrique. Alors, que ce soit en Afrique, parce que j'ai travaillé aux États-Unis, on a travaillé au Moyen-Orient, dans ma première société, parce que j'étais opérateur télécom avant de basculer à l'eau. Donc, moi, ce qui fait la différence, c'est peut-être le mot juste simplicité, en fait. On vit une période, où, en tout cas le monde aujourd'hui, où l'argent est devenu plus important que la vie. Et ce basculement, dès qu'il commence à se faire, finalement, tu te mets à laver ta voiture parce que tu veux que ta voiture soit belle, parce qu'on veut que les gens... Tu le fais même pas pour toi, hein, tu veux juste que les gens voient que ta voiture est belle. Donc, cet excès de confort que nous amène l'argent, c'est quasiment presque... et quand tu as parlé des Foggara, dans le sud algérien, c'est qu'ils ont encore une relation avec la nature. Je te parlais tout à l'heure en te disant que la culture serait le lien entre l'homme et la nature. En fait, c'est ce lien qu'on a perdu de manière globale. Si tu continues à avoir ce lien avec la nature comme on le fait dans le sud... effectivement, tu respectes l'eau. Et ils ont de l'eau, hein, juste pour information, dans le sud, parce que la plus grande nappe phréatique est quand même sous le Sahara. Mais les Foggara, c'est des méthodes ancestrales sur la façon de faire remonter l'eau en surface, sur la façon de la répartir. C'est du génie. C'est de la simplicité. Aujourd'hui, on fait des projets le plus complexes possible pour obtenir en fait un résultat simple. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les entrepreneurs. On dit en fait le plus compliqué, c'est d'obtenir un résultat simple. Mais c'est un truc qu'on nous a mis dans la tête. Attends, ils ont remonté l'eau, ils ont mis des cailloux pour bloquer certains. Tiens, aujourd'hui c'est toi, aujourd'hui et ça fonctionne pareil. Donc finalement, moi, je trouve que c'est ce petit lien justement avec la nature et le fait que l'argent est devenu plus important que la vie, l'homme s'est mis à marcher sur la tête en fait. Il s'est dit, mais en fait, si je marche sur la tête et que je complexifie les process, je fabrique de l'argent à chaque étape. Donc finalement... je vais me rajouter plein d'étapes dans mon process. Plutôt que de faire quelque chose de simple, mais ça ne génère pas beaucoup d'économies. Donc finalement, à mon sens, c'est cet excès de confort qui nous amène justement à avoir cette relation distendue, en tout cas vis-à-vis de l'eau. Et quand tu prends des populations, que ce soit en Amazonie, etc., tu vois bien que la relation à la nature, ils ont moins de quantité. Ils vivent... Alors, est-ce qu'ils sont plus heureux ou pas? Ça, je ne vais pas porter de jugement là-dessus. Je pense que le gars qui lave sa voiture à Alger, comme tu as dit, il est peut-être très heureux, hein, ça lui va. Mais c'est juste, il n'y a plus cette conscience collective ou de dire je respecte l'eau, pas que pour moi, mais aussi pour le suivant, pour tout le monde, pour les animaux. Parce qu'on oublie aussi que les animaux, ils ont besoin de boire. On a eu ce cas en Australie, il y avait beaucoup d'incendies, ils ont tué 10 000 dromadaires. Juste parce que sinon, les dromadaires allaient boire l'eau qui allait servir pour éteindre les incendies. Oui. Donc l'eau ne sert pas qu'à l'être humain, elle sert aux animaux, aux végétaux. Et si on vit, c'est parce qu'il y a des animaux et des végétaux. Moi, limite, si tu enlèves l'être humain, les deux autres continuent à vivre. Enlève le végétal, il n'y a plus d'être humain. Enlève le monde animal, je pense qu'il n'y a plus d'être humain non plus. Donc finalement, on a quand même cette relation et cette place de superpuissance de l'homme vis-à-vis de tout le reste. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne respecte plus les choses les plus primordiales. Et l'eau, c'est quand même la base de tout. Oui. Et justement aussi dans cette continuité d'analyser notre perception et d'observation de la société, tu l'as aussi observé en Afrique, dans pas mal de sociétés, que ce soit au Sénégal, au Nigeria, par exemple. Exactement. On a, alors, je reviens sur le côté associatif, parce que l'objectif, comme je disais, une interview que j'avais fait sur FX54, qui a été la mission, c'est sauver l'humanité. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est ça, en tout cas. Et on s'en cachait au début, puis finalement, on dit non, la réalité, elle est là. Après, tu apprends vite que si tu veux aider quelqu'un, il faut qu'il le veuille. Et c'est valable pour l'humanité. Donc, le fait de sensibiliser. La première grande action de No Water, je t'avais dit, j'avais créé cette société pour produire des artistes et des spectacles, alors que moi, j'ai aucun don artistique. C'était juste dans cette optique-là. Donc, j'ai écrit un spectacle pour sensibiliser à l'eau. Et Brice Capel m'a très vite rejoint. C'est un artiste togolais qui vit en France,
un très grand artiste. Il m'a rejoint dans cette aventure pour en faire quelque chose d'énorme et presque une plateforme pédagogique. On a eu le label Saison Africa 2020, puisqu'on l'a joué dans le cadre de la Saison Africa 2020 à l'auditorium d'Anguin-les-Bains. On a traversé 9 pays d'Afrique. Donc on a fait en fait un œuf sur la carte d'Afrique. On a dessiné un œuf, parce qu'il y a 9 limites planétaires. Et on traverse 9 pays d'Afrique, et dans chaque pays, on aborde une thématique liée à l'eau, en fonction justement des coutumes, des croyances locales. En Algérie, qui est le premier pays, puisque c'est la source, alors peut-être paraît que c'est d'égoïsme, mais je pense pas, mais l'idée c'était que le projet parte du village où je suis né. Donc vraiment, le premier pays traversé, c'est l'Algérie. Puis en Kabylie, on a ce lien avec l'eau, avec la fiancée d'Anzar, en fait, qui est une légende, on a un dieu de l'eau. Et là, on a abordé le lien entre le monde de l'agriculture et l'eau. Parce que l'eau, c'est 70% de la consommation mondiale de l'eau. 70%, c'est de l'agriculture. Et cette légende, justement, raconte que le dieu voulait absolument cette fiancée, comme dans toutes les légendes du monde, parce qu'elle était très belle. Et en fait, pour l'obliger il a arrêté de faire pleuvoir, etc. Donc, il n'y avait plus de moisson, il n'y avait plus rien à manger, pour l'obliger à accepter. Et on traverse comme ça tous les pays. Tu as parlé du Nigeria. On aborde le lien entre l'eau et la démographie, parce que c'est les pays les plus peuplés d'Afrique. En Égypte, on va parler de l'eau comme source de conflit, avec ce qui s'est passé. Avec le barrage exactement où l'armée égyptienne est sortie. 95% de l'eau en Égypte vient du Nil. Pas d'eau, pas de vie, pas d'économie. Donc finalement, on sort l'armée parce qu'on n'a pas le choix. Donc, dans chaque pays, comme ça, on aborde une thématique liée à l'eau. Au Sénégal, que tu as cité, le lien entre le monde végétal et l'eau, en Casamance. Et pour revenir sur l'Égypte, pour aborder ce lien, on a été fouiller, chercher dans la culture égyptienne. On s'est dit, OK, l'eau comme source de conflit, il faut trouver une danse en lien avec les combats. Donc, on a trouvé une danse qui s'appelle le tahbib, qui a 4000 ans. C'est un art martial égyptien qui se danse avec des bâtons, et c'est ce qui nous a servi pour la chorégraphie. Donc, on mélange toujours de la musique moderne, de la musique locale, et surtout autour de cette croyance. Et il y a toute cette histoire. Et le point de départ, c'est juste un enfant de 14 ans qui vit en France et qui se dit, mais suite aux canicules, sécheresses qu'il y a eu, mais comment ils font en Afrique? Parce que dans la croyance collective, dès qu'on pense pénurie, manque d'eau, sécheresse, on pense Afrique. Et donc, il part un petit peu dans ce voyage initiatique sur cette rivière virtuelle, en passant en RDC, où on aborde le lien de l'eau comme source de mort, parce qu'avec les inondations, les éboulements, la RDC, c'est le premier poumon de la planète, après l'océan. Souvent, les gens pensent que la première tourbière terrestre, c'est l'Amazonie. Non, c'est la RDC. Et la RDC, c'est plus de 50% des ressources en eau de surface de toute l'Afrique. Donc, ils ont trop d'eau, pour faire simple. Mais 130 millions d'habitants, l'assainissement, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette gestion de l'eau. Et on aborde toutes ces thématiques dans chaque pays. Et je t'ai parlé tout à l'heure du message positif. Le dernier pays, c'est l'Afrique du Sud. Tout ce que tu jettes par terre finit dans la mer. Donc, en fait, cette rivière virtuelle qui traverse 9 pays se jette dans l'océan au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, on va parler de l'eau comme source d'espoir. Et est-ce que, par exemple, tu fais ce travail d'hierarchisation des défis? Parce qu'à chaque fois que tu interviens dans des pays, il y a des problématiques différentes. Et tu prends en considération aussi les cultures locales. Par exemple, au Sénégal, ils ont un rapport entre l'eau et le monde végétal. Avec d'autres pays où ils ont un rapport avec le monde animal. En Égypte, c'est un conflit carrément. Comment tu hiérarchises ces défis et comment tu te dis l'action que je vais amener, elle va apporter un impact sur place? Alors, j'aurais pu parler des 9 thématiques abordées dans un seul pays. Depuis 2010, on a eu plus de 800 conflits liés à l'eau. Donc, c'est-à-dire que dans tous les pays, il y a des conflits liés à l'eau. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même les poser. Et puis, je ne pouvais pas faire 20 pays, donc il fallait aussi en choisir 9. Donc, les problématiques liées à l'eau, tout le monde les vit. Donc, il n'y a pas de hiérarchisation en disant, voilà. Mais l'idée, c'était d'aller dans un endroit où cette thématique était forte et était évidente. Quand je t'ai dit l'eau comme source de conflit, tout de suite, tu as fait le lien. Donc, l'idée, c'est aussi, le but, c'est de rentrer dans la tête des gens. Dans ce spectacle, j'avais pris un expert de l'intelligence émotionnelle sur le choix des mots, etc., justement pour rentrer dans la tête des gens, parce que le but, c'était de les pousser à agir. Donc, ce choix-là a été fait juste dans l'endroit où les gens se disent, tiens, la Casamance, c'est très vert, effectivement, il y a un lien avec le végétal. Donc, c'était plutôt ça qui a fait le lien. Après, on fait des talks, ce qu'on appelle des talks No Water No Us. Le premier, on l'a fait à Paris, donc là, pays très développé. Donc, on a plutôt parlé, on a fait le lien, on a invité des sportifs de haut niveau
sur une table ronde avec un fonds d'investissement. Et l'idée, c'est de dire comment le sportif de haut niveau peut sensibiliser. Le dernier talk qu'on a fait, c'était à Tunis. Donc, c'est le premier talk sur le pays africain. Et là, les problématiques sont différentes. Donc, on a adapté. On avait le responsable de toutes les ressources en eau de la Tunisie qui était sur la table ronde. On avait un Living Lab qui est venu témoigner sur ce qu'ils font. On avait un influenceur. On avait le secrétaire général de l'Ordre africain des grandes écoles. Donc, effectivement, on adapte toujours ce qu'on fait. No Water, on a envoyé 4 jeunes faire le tour du monde à vélo. Ça a duré 17 mois. Ils ont traversé 20 pays. Et on a fait des installations en Cambodge, Thaïlande, Inde, Indonésie et Vietnam. Mais l'idée de tout ça, c'est aussi d'apprendre. Donc, c'est ce que j'ai expliqué aussi, ces 4 étudiants français qui sont partis. Attention, on ne vient pas apporter des solutions. On vient d'abord apprendre, voir comment chacun fonctionne, etc. Et ensuite, on est capable de créer une solution locale. C'est un axe que je défends beaucoup, c'est que dans l'eau, les solutions doivent être locales. Par contre, la gouvernance doit être mondiale. Parce que si tu es à Paris dans un restaurant 5 étoiles, peut-être que la tomate elle vient d'un pays où l'eau n'est pas traitée. Une tomate, c'est 90% d'eau. L'eau n'a pas de frontières. Et c'est une ressource pour laquelle nous sommes tous frères et sœurs. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi à travers tes interventions, c'est que ce que j'aime bien personnellement, c'est que tu préfères plutôt un discours purement pédagogique, on va dire, qui est basé sur l'éducation culturelle, sur la sensibilisation, et tu mets à côté tout ce qui est discours alarmiste ou c'est-à-dire ne pas accuser les gens ou apporter des solutions punitives. Est-ce que, par exemple, ce facteur, il est vraiment bien réfléchi de ton côté, où tu t'es dit, il faut qu'on change de méthode? En tout cas, chez les ONG, il y a une grande partie qui sont vraiment, qui portent des discours très alarmistes et qui rassurent pas, en fait. Ouais. Et pour toi, ta méthode, je trouve que elle est complètement différente et c'est avec une approche originale. Est-ce que pour toi, tu as des raisons derrière le choix de cette méthode? Alors, je crois qu'en marketing, on apprend que tu achètes par plaisir ou par peur. Et après, moi, je pense que cette méthode, c'est surtout celle qui me correspond le plus, en fait. Je suis comme ça, je suis viscéralement comme ça. J'ai toujours eu ce tempérament-là. Moi, j'ai toujours dit que ma casquette d'entrepreneur, je la portais à l'envers, parce qu'un entrepreneur classique, son objectif, c'est gagner de l'argent. Donc, c'est d'abord un business plan, et ensuite, on regarde le fond de l'action. Et si je dois modifier mon produit ou mon projet pour qu'il ramène plus d'argent, je le fais sans aucune hésitation. Dans toutes les boîtes où j'ai fait, c'est d'abord quel est l'impact sociétal et environnemental de ce que je fais. Une fois qu'il est positif, là, je colle un modèle économique. Et si je vois que je ne gagne pas d'argent, je change mon modèle économique. Et je rechange. Et puis, si au bout d'un moment, je vois vraiment qu'il n'y a pas, là, tout d'un coup, je vais aller regarder mon action. Mais il ne peut pas y avoir de modèle économique si l'impact n'est pas positif d'un point de vue sociétal et environnemental. Ça, c'est ma conviction. Donc après, le but, c'est pas... c'est ce que je dis toujours, le plaisir ne doit jamais être une option. Moi, je respecte les gens qui reviennent de l'enfer avec le sourire. C'est comme ça. Les difficultés, elles sont ce qu'elles sont. J'en ai connu beaucoup. Finalement, tu comprends avec le temps que plus tu marches, plus tu sais marcher. Donc finalement, tout ça passe. Donc l'idée, c'est de dire, OK, les discours alarmistes, de toute façon, j'ai aucun plaisir à les donner. J'ai pas de leçons à donner non plus parce que j'ai une vie avant et j'estime que j'ai pas été assez propre, en tout cas, vis-à-vis de l'eau. Donc, j'ai pas de leçons à donner. Je suis quelqu'un d'optimiste, même si le sujet est dur, parce que tu vois la souffrance humaine. Et ensuite, y a aussi ce côté de dire, est-ce que tu veux embarquer sur un projet positif ou est-ce que tu veux embarquer sur un projet négatif? Par contre, les chiffres, je les donne. C'est-à-dire que les chiffres, je les communique. C'est factuel. On ne va pas tricher. 30% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau salubre, 60% n'a pas d'assainissement. Ça, c'est des vrais chiffres. Donc, il faut quand même les donner. Mais par contre, l'objectif n'est pas de pleurer parce que 60% n'a pas accès à l'assainissement. L'objectif est de sourire en disant on va faire en sorte que demain, ce chiffre diminue. Je pense que c'est plus quelque chose de viscéral sur cette façon de faire. Et pour moi, l'autre ne me convient pas à moi. Comment je peux convaincre quelqu'un d'une méthode qui, moi, ne me convient pas? Faire peur aux gens pour qu'ils donnent de l'argent à l'association, ça ne m'intéresse pas. Cet argent-là n'aura pas de saveur pour moi. Et tu dors mieux? Alors... Dans le sens où, par exemple, tu pars quelque part et tu vois qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Tu réponds à une partie de la question, oui et non. Au début, quand No Water date de 2019, on commençait à faire les premières actions. Au début, je dormais avec la fierté de ce que je faisais, de chaque action que je faisais, j'étais fier et je dormais de mieux en mieux. Je t'avoue que depuis quelques temps, parce que l'ONG a beaucoup grossi, je dors moins bien parce que je m'endors avec la frustration de ce que j'ai pas pu faire.
Parce que finalement, tu vois c'est pas la misère humaine hein, que tu vois, c'est plutôt l'être humain. Et ça, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité à agir, ils le font pas. On est dans un monde où tu peux laisser un peuple mourir sans aucune réaction. On est dans un monde où la souffrance de l'autre ne t'importe plus. Et le plus dur, c'est celui-là, en fait. Donc, on aurait pu croire que je dormais moins bien parce que j'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Non, je dors moins bien parce que je vois qu'il y a des gens qui sont capables de regarder les autres mourir sans eau. Et c'est encore plus dur, en fait. Je crois que c'est Albert Einstein qui avait dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et ceux-là, ils sont nombreux. Est-ce que tu penses pas que c'est lié plutôt à quand tu parles dans tes conversations avec des gens et tu sens que voilà ton message ça passe pas, ou tu sens que la personne qui est en face elle est un peu sceptique parce qu'elle est moins convaincue de ton discours. Est-ce que tu sens de la frustration derrière? Non. Honnêtement, non, parce que j'ai l'impression que les gens, ils ont leur conscience tranquille, en fait, vis-à-vis de ce qui se passe. Et c'est un peu dur, entre guillemets, de voir l'état de la planète de manière générale. Après, je pense que le discours passe, parce que l'ONG est assez jeune, elle a beaucoup grossi, on a une 60aine d'ambassadeurs dans le monde, on a des athlètes de haut niveau qui sont avec nous, les gouvernements nous écoutent, puisque le dernier talk en Tunisie, on est en train d'écrire les recommandations sur demande du gouvernement, ils nous ont demandé des recommandations. Donc non, le discours passe, les choses avancent, et la frustration, allez, que j'aimerais juste faire encore plus. C'est ce que je t'expliquais, que je dormais avec la frustration de ce que je ne pouvais pas faire. Donc moi, mon rêve là, c'est d'avoir peut-être 10, 15, 20 Malek dans No Water qui fassent même mieux que moi. Je serais l'homme le plus heureux du monde. Parce que quand tu portes un peu ce combat tout seul, en fait, finalement. Et chaque discours, il est toujours accompagné soit par une action ou un plan d'action. Et on a souvent tendance à surestimer en fait les actions qui sont à court terme. Tout à fait. Et on va dire sous-estimer les enjeux qui sont à long terme. Oui. Et comment tu fais pour réconcilier les deux? C'est-à-dire quelqu'un qui te dit, moi je fais tant d'actions dans mon quotidien et je vois pas le résultat à long terme. Ouais. Comment tu fais pour le convaincre que ce qu'il fait, c'est bénéfique et il faut juste avoir de la patience pour obtenir des résultats? Alors c'est compliqué. C'est compliqué. Alors déjà, c'est un fonctionnement neurologique du cerveau normal. Le cerveau humain face à un danger, il dit danger de mort ou pas. S'il y a danger de mort, il agit. Il trouve la solution. S'il n'y a pas danger de mort, il se dit tranquille, on a le temps. C'est le problème avec le réchauffement climatique, par exemple. Ça paraît loin. En fait, c'est presque une question de relation avec la mort. Si demain, je te dis, Amine, tu as 15 jours pour me trouver 1 million d'euros. Tu peux me les trouver ou pas, honnêtement? Avec cette pression? Je te dis, tu dois me trouver 1 million d'euros dans 15 jours. Normalement, oui. 10 millions d'euros. Oui. 100 millions d'euros. Tu dois me trouver 100 millions d'euros. Plus la somme augmente, plus ça devient très compliqué. Ouais. Imagine que tu as un enfant et que je pointe un pistolet sur sa tête et je te dis, Amine, tu me trouves 1 million d'euros. Est-ce que tu augmentes ta probabilité de trouver ce million? Encore plus. Donc c'est vraiment cette relation avec la mort, en fait. Plus on est proche et plus on prend conscience de... j'ai vécu ça. J'ai vraiment vécu cette proximité. Et il y a un proverbe coréen qui dit une chose que tu as entendue 1000 fois ou qu'on t'a raconté, ou que tu as vu 1000 fois, ne vaut pas une chose que tu as vécue une fois. Donc ce qui est compliqué, c'est comment tu fais comprendre aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Là, la difficulté, elle réside là, en fait. Donc les gens sont sensibilisés, mais pour les pousser à l'action, c'est très, très dur. Très, très dur. Et on a surtout aussi dans les sociétés occidentales, on a souvent d'hierarchiser un peu les causes. Et on voit une surmédiatisation de certaines causes comme le réchauffement climatique, la question du climat, et on a tendance à moins, on va dire, à un peu sous-estimer la thématique de l'eau alors qu'elle est importante. L'eau, c'est la vie. En fait, elle est intégrée dedans. C'est-à-dire que dans les ODD, l'eau est intégrée. Donc, quand on parle de réchauffement climatique, on intègre forcément la thématique de l'eau. Mais ce que je te disais tout à l'heure, justement, c'est que je jette pas la pierre sur le monde occidental parce que comme ils ont acquis un certain confort, ils regardent à long terme. Donc aujourd'hui, ils dépensent plus, ils sont plus impliqués sur le changement climatique que les pays en voie de développement. Ça, on ne va pas le nier, c'est factuel. C'est factuel, ils sont beaucoup plus engagés. Donc au contraire, eux, alors bizarrement, ils ont un lien avec la mort un peu plus compliqué que le monde oriental de manière globale, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, la relation avec la mort est plus simple puisqu'elle fait partie de la vie. Dans le monde occidental, on a peur de la mort, on va la mettre le plus loin possible. Mais en même temps, c'est eux qui sont les plus impliqués dans justement les questions à long terme, comme le changement climatique, etc.
Donc voilà, c'est des contradictions, mais le monde est comme ça, entre guillemets. Et justement, en parlant de l'Algérie, comme tu l'as cité, l'Algérie, c'est le plus grand pays en Afrique et c'est le pays qui contient le plus de ressources en eau, en tout cas sur sa nappe Souterraine, ouais. souterraine. Et pour toi, mais il y a toujours quelques problématiques de gestion d'eau. Bien sûr. Selon toi, quelles sont les clés qu'il faut mettre en avant pour justement appuyer ce développement en Algérie? Traitement des eaux usées et réutilisation des eaux usées. L'eau est recyclable à l'infini, donc je trouve ça un peu triste de l'utiliser, la salir et de la rejeter. Tu peux te dessaler autant que tu veux, hein, tu vas générer de l'eau propre, mais si tu la rejettes sale, bah, ton agriculture, elle est impactée, la santé de tes habitants est impactée. Pour moi, d'abord, tu es censé gérer l'eau que tu as, et ensuite, tu vas dessaler. Parce que le dessalement, le prix à payer est élevé, hein, d'un point de vue énergétique, même si l'Algérie a de l'énergie qui coûte cher. Mais d'un point de vue environnemental, tu rejettes en fait de la saumure très concentrée sur tes côtes. Donc, ça veut dire que tu vas tuer tout ton écosystème marin, toute ta biodiversité le long des côtes. Donc, les côtes vont s'éroder, donc les côtes vont s'affaisser, etc. Donc, finalement, si tu n'as pas d'eau, bien sûr que tu dois dessaler. Donc, je ne dis pas que dessaler, ce n'est pas bien. Je dis juste que ça va dans un ensemble d'actions globales. Mais après, bon, en Algérie, il y a pas mal de stations d'épuration, donc c'est aussi le bon côté des choses. Mais pour moi, il faut vraiment mettre un axe très, très fort sur la réutilisation des eaux usées. Parce qu'avec les boues, tu peux faire des engrais. Hein. Plutôt que d'importer des engrais, tu peux en fabriquer avec les boues. L'eau que tu réutilises, tu peux en faire ce que tu veux. Plutôt que d'arroser avec ton eau du robinet, bah, tu réutilises l'eau de la station. Tu as cité tout à l'heure la Californie. L'eau est plus chère que la boisson gazeuse. Alors, ce qui est bizarre, c'est que pour faire un litre de coca, il faut quasiment 200 litres d'eau. Il faut le savoir. Donc, bizarrement, on consomme d'ailleurs plus d'eau. Mais l'eau, aujourd'hui, dans les restaurants, elle provient des stations d'épuration en Californie. On réutilise les eaux, on les réinjecte dans le restaurant, les gens les boivent. Après, Mais ça fonctionne comme ça. Il y a certains secteurs agricoles, par exemple, ils font les pistaches et tout, qui consomment beaucoup d'eau, les amandes et tout. Je pense aussi, c'est en lien aussi. Le fait que certains industriels, ils pompent aussi beaucoup d'eau. Donc, ça crée un déséquilibre aussi par rapport à la consommation. Tout ça se gère. Je pense qu'honnêtement, tout ça se gère. Tu ne dois pas, entre guillemets, dire je ne fais pas ça parce que ça consomme de l'eau. C'est après, qu'est-ce que tu fais de cette eau-là, en fait? Comment tu la gères? Si tu la gères bien et que tu l'optimises, tu as dit tout à l'heure, la nappe de l'Albien, tu as parlé, elle est 70% sous le sol algérien, 20% sous le sol libyen, une dizaine de pourcents, 8 exactement, je crois, sous le sol tunisien. Certains disent que c'est la plus grande nappe au monde. En tout cas, tout le monde est d'accord, c'est une des plus grandes nappes au monde. Finalement, on a de l'eau. Mais l'objectif, il y a 4 étapes dans l'eau. Hein. C'est son origine, d'où elle vient, son utilisation, ce que tu en fais, sa réutilisation, c'est-à-dire comment tu optimises, et sa destination. Parce que tu as toujours une quote-part que tu dois rendre à la nature. Un exemple bête, tu coupes tes haies dans ton jardin, tu prives le suivant de pluie. À l'école, on nous apprend que la pluie, c'est l'océan qui s'évapore et puis finalement, il tombe plus loin. Non, une grande partie de la pluie, c'est juste l'évaporation des arbres. C'est pour ça qu'il ne faut pas couper les arbres. Si tu coupes tes arbres, il pleut chez toi et pas chez le voisin. Donc, c'est juste ces 4 étapes à dire quelle est l'origine de l'eau. Donc, je dois m'intéresser où est mon eau. Donc, avant d'aller dessaler, ce que j'en ai ailleurs qui n'est pas salé, c'est quand même moins cher, mieux pour l'environnement. Ensuite, qu'est-ce que je vais en faire de cette eau? Un pull, c'est 3000 litres, un jean, c'est 15 000 litres. Est-ce que je peux optimiser ces process? Ensuite, quelle est la quote-part de cette eau que je peux réutiliser? Ce qui m'oblige à la nettoyer avant de la réutiliser. Et puis surtout, je dois rendre une partie à la nature pour que ça alimente les nappes phréatiques. Plutôt que de rejeter de l'eau sale qui descend dans la nappe phréatique, c'est pour ça que les eaux de source, on retrouve des microplastiques aujourd'hui. Je crois qu'il faut à peu près 50-70 ans pour que l'eau soit filtrée par la terre avant d'arriver à une nappe profonde. La révolution industrielle, ça a plus de 100 ans, donc forcément, aujourd'hui, les nappes sont polluées. Donc, c'est juste, si tu respectes ces 4 étapes-là et que tu tiens compte de chaque étape et que tu fais, entre guillemets, un plan systémique de ta gestion en eau, je pense que tu es content et tes voisins aussi. Et toi qui a collaboré avec plusieurs professionnels, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou même en Afrique, tu as ouvert plein de bureaux en Afrique. Quelle est ta perception de l'implication de la population, par exemple en Algérie, vis-à-vis à cette thématique de l'eau? J'aimerais qu'elle soit beaucoup plus forte. Je te réponds juste avec cette phrase-là. Je pense que les gens ne prennent pas conscience de ce que peut leur apporter l'eau, en fait. C'est pas juste boire. C'est toute la vie économique, sociétale, le système de santé, l'industrie, les loisirs, tout repose sur l'eau. Si les gens prenaient conscience de ça, je pense que ça pourrait mettre beaucoup d'initiatives en place. Mais il n'y en a pas assez. Et en parlant,
j'aime bien poser des questions un peu provocantes, mais j'aimerais bien parler de la question de l'argent. Est-ce que pour toi, c'est normal de vendre de l'eau? C'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse ou une mauvaise réponse, en fait. On est dans un truc punitif. Si les gens n'ont pas conscience de la valeur, malheureusement, ils ne font rien. Le gratuit ne marche pas. Donc, je ne sais pas si vendre de l'eau est la solution ou pas, mais quoi qu'il arrive, si tu dois la donner, bah, il faut qu'il y ait une responsabilité en face. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas l'eau qu'on te donne et que tu utilises à mauvais escient, là, par contre, tu payes. Peut-être qu'un système où je donne l'eau, mais mal utilisée, bah, tu la payes 10 ou 100 fois plus cher que le prix normal, ça peut peut-être aussi, entre guillemets, obliger les gens à mieux traiter l'eau. Peut-être, j'en sais rien, j'ai pas de réponse. Est-ce que si demain l'eau était 5 fois plus chère, les gens consommeraient moins? Peut-être. Mais si tu continues à rejeter de l'eau polluée, il y a un exemple que je donne beaucoup, hein, tu prends une bouteille d'eau, tu mets une goutte de poison. C'est toute la bouteille qui est imbuvable. Que tu mets une goutte ou deux, la bouteille est imbuvable dans tous les cas. Imagine que tu mets 80% de poison dans cette bouteille. Bah, c'est la planète dans laquelle nous vivons aujourd'hui, puisque 80% des eaux usées ne sont pas traitées. Moi, si tu me dis, Amine, moi, je prends ma douche à 200 litres. Une douche, c'est 200 litres, c'était un pas entre le fait de te savonner, etc. Mais si tu me dis, moi, c'est 1000 litres. Par contre, les 1000 litres, je les rends propres derrière. Eh ben, prends 1000 litres, si tu me rends 1000 litres propres. Donc, finalement, pour moi, c'est plus la relation qu'on a avec l'eau. L'eau est recyclable à l'infini. Moi, tout ce que je te demande, c'est que quand tu prends une eau pour faire quelque chose, tu dois me rendre la même quantité. Propre. Pardon. Une goutte d'eau suffit pour faire un monde. Oui. Bah, une goutte d'eau propre suffit pour faire un monde meilleur. Voilà. Donc, juste, c'est plus ce côté insalubre. Ce qui tue les gens. Et personne ne meurt parce qu'il n'a pas d'eau à boire. Les gens meurent parce qu'ils boivent de l'eau qui n'est pas buvable. Oui. Donc, on est vraiment sur un enjeu de qualité de l'eau. Et en parlant de la qualité d'eau et toutes ces, en fait, pour moi, tu es une encyclopédie de l'eau. Et à chaque fois, avec la quantité énorme des informations que tu possèdes, avec les nombreuses années d'expérience aussi que tu as, est-ce que parfois c'est pas un peu toxique pour toi le fait de, en fait, ça peut impacter sur la psychologie de la personne. Je m'explique. Dans le sens où, par exemple, tu es un professionnel dans ce domaine et parfois tu es obligé, c'est pas parfois, tous les jours, tu es obligé de savoir l'actualité, de lire les rapports, les études des institutions et tout. Parfois, on lit des choses qui nous font pas plaisir. Est-ce que ça te met pas dans des moments un peu de tristesse ou de solitude où tu te dis, en fait, c'est un peu foutu, ou est-ce que, par rapport à ta personne, tu es beaucoup plus optimiste, où tu te dis, non, ça, en plus, ça va m'encourager à encore travailler plus? Je vais te répondre en fait avec une contradiction que je vis effectivement tous les jours. Je me sens tout seul. Ça, c'est une certitude. Je me sens vraiment tout seul sur cette planète. Écoute, il y a plein de choses que je ne comprends pas et ça m'amène cette énorme solitude. Mais avec l'eau, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place dans ce monde de fous. Donc finalement, j'avance avec le sourire parce que j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place dans ce monde de fous avec l'eau. Et tu as parlé d'encyclopédie, je pense que quand tu fais pas semblant avec ta mission ou le sens que tu as donné à ta vie ou ce que tu veux faire, j'ai juste le sentiment que tu comprends 10 fois plus vite les choses et que tu es capable d'ingurgiter 100 fois plus d'infos que les autres. Parce que tu fais pas semblant. Donc finalement, je me sens pas ni pénalisé, ni mieux que les autres, ni pire. Mais c'est juste que je fais pas semblant avec ce que je fais et ça m'aide en fait à... J'ai 1000 bonnes raisons d'arrêter ce que je fais tous les soirs en me couchant. Mais une seule en me levant le matin me suffit pour repartir avec la même énergie. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Et en ce moment, est-ce que vraiment tu es confronté à des défis, on va dire, émotionnels? Si on prend les 5 dernières années, est-ce que tu étais face à des défis vraiment qui te portent émotionnellement, hein? T'en as tous les jours. Et est-ce que tu peux me citer quelques défis qui vraiment t'ont impacté émotionnellement? Émotionnel. Je vais te raconter une anecdote avec ma fille. Alors, il faut savoir que ma fille, quand j'ai cité tout à l'heure les raisons qui m'ont amené à cet intérêt environnemental, elle en fait beaucoup partie, parce que ma fille, quand je coupe un buisson, elle pleure. La dernière fois, j'ai tué une guêpe parce que j'ai peur des guêpes. Écoute, c'est comme ça, tu connais mon défaut, mon point faible. Il m'a fallu quasiment 2 jours pour qu'elle me reparle parce que j'ai tué une guêpe. Quand il y a un moustique ou une araignée à la maison, il faut la sortir, on ne peut pas la tuer.
Et puis, une fois, on a eu, entre guillemets, une discussion dans le jardin. Et on a un cerisier dans le jardin et les pigeons mangeaient les cerises. Écoute, réflexe, j'ai pris une branche, j'ai jeté juste pour qu'ils partent. Et ma fille, elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Attends, c'est nos cerises. Elle me dit, bah aussi, il faut qu'ils mangent. Je dis, attends, c'est chez nous. Elle me dit, mais c'est où chez eux alors? Et en fait, c'est cette discussion, je me dis, mais en fait, elle a raison, finalement. C'est pas que à moi, c'est aussi à eux, c'est comme ça. Donc, tu dois aussi faire attention à l'autre, mais pas forcément que l'être humain, le monde végétal, le monde animal, etc. Pour revenir un peu sur le fil, mes enfants, en fait, je crois que ce qui te fait tenir surtout, c'est l'inspiration. Pendant longtemps, je pensais que l'inspiration, c'était de regarder quelqu'un qui avait fait un truc et de dire, je veux faire la même chose parce qu'il m'inspire. Faux. L'inspiration vient des gens pour qui tu fais ça. Et en fait, mon inspiration, ce qui me permet de tenir au quotidien, Jade et Enzo, c'est mes enfants. Parce que tout ça, finalement, c'est pour eux. Donc l'inspiration vient, et d'ailleurs, je pense que tu avances plus vite, mieux, tu es plus fort, quand tu comprends pourquoi tu fais ça, ou pour qui tu fais ça, plutôt de je veux suivre un tel ou un tel. Donc mes inspirations, c'est mes enfants. Et aussi, ça m'interpelle aussi cette conversation générationnelle entre toi et ta fille. Tout à fait. Ça m'interpelle aussi sur un sujet, sur la question de, est-ce que, je parle d'une manière générale, est-ce que nos aînés, nos anciens, comme on dit, est-ce qu'ils ont fauté? Alors, les réponses sont dans le passé. Fauté ou pas fauté, il n'y a pas de jugement à avoir. Quoi qu'il arrive, les réponses sont dans le passé. Donc, nos aînés, on doit voir ce qu'ils ont fait. Nelson Mandela a dit, soit tu gagnes, soit tu apprends. Mais tu peux aussi apprendre des autres. On dit que l'échec, c'est là où tu apprends. Plutôt que de dire ils ont fauté ou pas, regardons ce qu'ils ont fait, tirons-en le meilleur, ne faisons pas le pire et avançons. Donc la réponse est chez les anciens. Par contre, on devrait écouter un peu plus les enfants parce qu'ils ont cette innocence qu'en tant qu'adulte, on n'a plus. Je crois. C'est la condition humaine de Rousseau qui dit que tout le monde est égaux, mais finalement, c'est la société qui nous transforme. Alors lui, il dit qu'elle nous rend mauvais. Je suis un peu plus optimiste, mais finalement, les enfants ont cette innocence. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent des discussions avec mes enfants sur tous les sujets que je mène, parce que ça me permet de mieux avancer. Et ma fille m'a sorti une autre anecdote qui a été un coup de poing énorme. Le premier talk qu'on a fait Cadillac à Paris, j'ai commencé à faire la liste de tous mes invités, en invitant tous mes amis à ce talk, qui était un talk de très haut niveau. Et puis ma fille, quand je lui en parle, tout ça, elle me dit « Mais pourquoi tu n'invites que les gens que tu connais ?» Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, mais papa, s'ils avaient voulu t'aider, ils l'auraient fait depuis longtemps. Peut-être que ceux que tu connais pas, ils vont peut-être t'aider parce que tu... Il me dit, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui te connaissent, qui t'aident pas, qui font rien depuis des années. Et en fait, ça a été une prise de conscience énorme. Il me dit, mais en fait, elle a raison. Si tu te restreins, et tu vois, c'est un angle de vue que j'avais jamais eu, même en tant qu'entrepreneur. À chaque fois que j'ai fait un événement, j'ai invité les gens que je connaissais, sujet clos. Et en fait, elle m'a ouvert un peu cette fenêtre en disant, mais non, ouvre-toi plus. Garde une partie pour ceux que tu connais, mais si tu invites que ceux que tu connais, l'information, elle reste dans ton cercle. Et s'ils avaient voulu t'aider, ils l'auraient fait depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette idée d'échanger avec les enfants. J'entends souvent qu'on emprunte la planète à nos enfants. Non, c'est un cadeau empoisonné qu'on leur fait. Et puis, avec une lettre fermée, on dit, quand on sera mort, vous l'ouvrez. Parce que c'est pas nous qui paierons les conséquences. C'est comme si je te dis, tiens, la banque, elle arrive, elle dit, tiens, tu peux emprunter autant que tu veux, aucune obligation de rembourser. Tout le monde va en prendre le max. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la planète. Et personnellement, j'arrive pas à comprendre ce virage plutôt, on va dire, culturel et intellectuel entre les différentes générations. C'est-à-dire, on était dans une génération, j'exagère un peu, mais avec une génération un peu avec un esprit je m'en foutisme. Et tout d'un coup, on bascule vers une autre génération qui est hyper sensible à ces questions de climat, de l'eau. Et on voit des manifestations, on voit des associations. Qu'est-ce qui fait qu'on a vécu ce virage tout d'un coup? Prise de conscience. Moi, je dirais une prise de conscience, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens comme moi qui parlent. Forcément, l'info circule. Presque limite vrai et faux. Presque c'est accessoire. On sait qu'on est dans la bonne direction. Il y a de plus en plus de gens qui parlent. Il y a les réseaux sociaux qui permettent aussi d'ouvrir plus. Parce qu'avant, si moi je prenais une tribune que je parlais, mais que c'était pas diffusé, les gens savaient pas. Donc je pense que c'est le monde digital permet aussi ça, en fait, de mieux communiquer. Après, c'est vrai que la nouvelle génération, je t'ai parlé des 4 jeunes qui ont fait le tour du monde à vélo. Baptiste, qui est un alpiniste, qui est jeune aussi, on a fait 2 ascensions en Bolivie. On a monté 4 tonnes de matériel à 4000 mètres d'altitude dans un village. Et là, on doit faire une ascension aussi en Asie et dans l'Himalaya pour sensibiliser à l'eau. Ça s'appelle Climb for Water. Donc effectivement, les gens s'engagent au-delà des mots. Et moi, je suis très heureux de voir que des gens parlent, mais agissent aussi. Oui. Et pour finir aussi cette conversation passionnante,
J'ai une dernière question. Quel message t'aimerais transmettre aux futures générations ou même aux générations actuelles? Par exemple, si on te donne un tableau qui sera visible pour toute l'humanité, quelle sera la phrase que tu aimerais bien transmettre ou écrire à tout le monde? Moi, c'est un peu le slogan que j'ai dans mon ONG, c'est on peut se battre, l'eau nous réunira. En fait, c'est une fatalité positive. Vous pouvez créer dans tous les sens, vous pouvez vous battre, vous pouvez mal gérer l'eau. Il n'y a qu'une seule eau, et elle connaît la vérité, et de toute façon, à la fin, elle nous réunira parce qu'on n'a pas le choix. Donc c'est un peu cette phrase-là, et puis c'est un lien entre toutes les générations, parce que l'eau concerne tout le monde, c'est un peu le fil conducteur en fait. Donc voilà, on peut se battre, parce que c'est ce qui se passe vraiment aujourd'hui, mais l'eau nous réunira. C'est juste arriver à convaincre les gens que de toute façon, tu peux crier autant que tu veux, mais à la fin, ça finira bien. Merci beaucoup, Malek. Merci à toi, Merci Amine. pour cette discussion passionnante et pour toutes les connaissances que tu nous as partagées. Et merci aussi pour votre fidélité et on se retrouve dans un prochain nouvel épisode. Merci.